Bonjour François-Xavier Clément. Bonjour monsieur. Vous êtes philosophe de formation, enseignant, vous avez été chef d'établissement scolaire de second degré et notamment le directeur d'un établissement privé d'Île-de-France prestigieux qui est Saint-Jean-de-Passy, c'est à Paris dans le 16e arrondissement, et vous publiez un ouvrage dense, complet et exigeant sur la voie de l'éducation intégrale. On va voir l'ensemble de ces termes. À un enfant qui s'inscrit en 6e, vous avez cette phrase que vous mettez en exergue de votre ouvrage, presque, tu sais, tu es beaucoup plus qu'un cerveau avec un cartable. Tu es beaucoup plus qu'un cerveau avec un cartable. Votre vision éducative considère donc l'enfant dans son intégralité. On va comprendre déjà tout de suite la notion d'éducation intégrale. C'est donc ça, ce pari d'éducation intégrale, c'est l'enfant dans son intégralité. Ça me paraît essentiel, effectivement, de dire à un enfant qui rentre dans un collège ou dans un lycée, de lui dire tout de suite qu'il est beaucoup plus que simplement un bulletin de notes. Et quand vous le prenez un peu au dépourvu en lui disant que vous avez comme regard sur lui un regard intégral, un regard holistique, un regard qui englobe toute sa personne, toute son histoire, tout ce qu'il est, ses forces, ses faiblesses, etc. D'abord, ça le détend. Il sort de cette idée qu'il a absolument à prouver qu'il est capable, et le stress de ce type d'entretien peut conduire en plus à des actes manqués, peut conduire à, je dirais, s'éloigner complètement de la vérité d'un échange. Donc mon but, c'est effectivement de leur permettre d'entrer dans cette dimension intégrale. Alors ces dimensions, elles sont au nombre de 4, si j'ai bien retenu l'ouvrage: le corps, le cœur, l'intelligence et la spiritualité. Ah oui, c'est vraiment important de se dire que tout commence par le corps, qu'on le veuille ou non, et on est dans une société qui malheureusement est à la fois hyper sexualisée et en même temps totalement désincarnée. Et il faut retrouver une vision équilibrée du corps et de l'incarnation. Et tout commence par le corps, c'est-à-dire par la sensibilité externe. Et puis après, il y a le cœur avec la sensibilité interne, les passions, la mémoire, l'imagination. Ensuite, évidemment, l'acte de l'intelligence, la volonté comme appétit rationnel. Et ensuite, la spiritualité. J'aime pas bien dire l'âme, même si c'est juste de dire l'âme dans la spiritualité chrétienne, mais parce que je préfère garder le terme d'âme pour l'animation au sens où on parle la tradition d'Aristote et de saint Thomas, avec l'animation végétale, l'animation sensitive, l'animation intellective. Mais c'est bien de cela dont il s'agit effectivement d'englober ces 4 dimensions. Et avec tout au long de cet ouvrage, des rappels qu'il y a peut-être 25 ans vous n'auriez pas fait, que vous faites aujourd'hui. Par exemple, vous dites qu'il y a une dimension sociale de l'éducation intégrale. L'enfant est d'abord le fils ou la fille d'un père et d'une mère. Il n'est pas l'enfant d'une société. Il faut rappeler cela aujourd'hui. C'est indispensable. Indispensable effectivement qu'on intègre bien que la vie sociale, elle commence à la maison. Et c'est le premier environnement communautaire. Et la première communauté de l'enfant, c'est une relation avec un papa, avec une maman, avec des frères et sœurs. Et petit à petit, dans le cadre d'une fraternité familiale, il va apprendre qu'il n'est pas seul au monde. Et puis il va construire petit à petit sa vie sociale après, par analogie avec ce qu'il aura vécu dans la famille. Et c'est par analogie avec ce qu'il vit dans la famille qu'il va se donner au monde et pouvoir s'impliquer dans d'autres relations nouvelles. Alors vous savez bien qu'il y a aujourd'hui ce débat, parce que quand on écoute, et vous citez Jean-Paul II en disant la famille est protectrice et donc facteur de stabilité, Saint Jean-Paul II l'écrit, aujourd'hui on vous rétorque que la famille elle a évolué, qu'il y a aujourd'hui non pas la famille mais les familles. Est-ce que la dimension que vous donnez à cette éducation intégrale intègre la possibilité d'avoir non pas la famille mais des familles, les familles recomposées, les familles qui ne sont plus d'un père et d'une mère? Vous savez, il y a une tension dans mon livre. Et que j'assume complètement entre la seconde et la troisième partie. Dans la seconde partie, je dis clairement que la famille est le premier lieu de l'éducation. C'est incontestable et on ne doit pas remettre en cause cela à aucun prix. Et même quand on le remet en cause, dans le cœur de l'enfant, ce n'est pas remis en cause et il recherchera toujours à trouver le chemin de son éducation familiale et de ses parents, parce que c'est la première affection. Et puis dans la troisième partie, je développe l'école comme second lieu de l'éducation. Et là, je suis un peu dans une forme de contradiction ou de tension. C'est-à-dire, autant je crois que Vincent Peillon dit une horreur quand il dit qu'il faut retirer, vous savez, les enfants aux déterminismes sociaux, leurs parents, etc. Autant il m'est arrivé, je le confesse, de rêver de retirer les enfants aux déterminismes sociaux de certaines familles en disant aux parents, écoutez, laissez faire, ça serait mieux, on va s'en occuper et on le fera probablement mieux. Comment on trouve ce juste milieu? Et ce juste milieu, je pense qu'il doit être trouvé dans l'intuition d'un Don Bosco, par exemple, à Turin.
Don Bosco, quand il était à Turin, il ne s'est pas enquis de savoir si les parents allaient reprendre les gamins. Il n'est pas allé frapper aux portes en disant aux parents « Madame, monsieur, reprenez votre gamin, il était dans la rue, je l'ai trouvé, il faut que vous vous en occupiez. » Non, il s'en est occupé. Je pense qu'aujourd'hui, on assiste à une situation d'urgence éducative, au sens où Benoît XVI parlait de l'urgence éducative à Londres, je crois, en 2006, si ma mémoire est bonne. Il parlait un discours aux professeurs absolument magnifique, dans lequel il concluait sur l'urgence éducative et il appelait à des vocations de professeurs, d'éducateurs, et il insistait pour ça. Cette urgence éducative, c'est celle que Don Bosco a trouvée dans les rues de Turin. Autre rappel dans cette voie de l'éducation intégrale qui mérite de tracer un chemin de réflexion, il y a une notion essentielle que vous développez et qui se résume, que je résume en une phrase, l'enfant est une personne. Vous rejetez la conception matérialiste qui veut que l'homme est simplement une espèce animale plus évoluée. On n'éduque pas un petit bout d'homme comme on dresse un singe, dites-vous, en substance. Mais oui, bien sûr. Ce qu'il faut se dire, c'est que l'enfant est une personne depuis le ventre de sa mère. Et une personne qui croît, du verbe croître, par elle-même, de manière autonome, même si au début il y a un petit cordon ombilical et un environnement protecteur, et le jour où il a cette autonomie physique, il va sortir et il va croître par lui-même. Ce n'est pas sa mère ou son père qui vont le faire croître, c'est lui qui se développe. On va accompagner cette croissance. Et cette croissance, c'est le cœur de sa dignité et c'est le creuset de sa liberté. Et en tant que c'est une personne, nous devons progressivement, dans l'accompagnement de cette croissance, nourrir tout ce qui va lui permettre de déployer sa liberté, c'est-à-dire son cœur et son intelligence. Et quelles sont les incidences d'une telle considération pour les éducateurs eux-mêmes ? Eh bien d'abord, c'est la conception de l'autorité. Conception de l'autorité, elle est d'abord intérieure et pas extérieure. Une vision extrinsèque de l'autorité, Pierre de Villiers le dit magnifiquement dans ses ouvrages et ses réflexions, c'est d'abord une croissance intérieure, une légitimité intérieure de l'éducateur qui considère l'autorité comme non pas une injonction asymétrique qui consisterait à dire l'enfant tu dois faire ça et tu le fais tout de suite, mais plutôt d'abord de chercher par lui-même à en donner l'exemple, à le vivre et à accompagner l'enfant dans ce qu'il a à vivre. Et si dès que l'enfant est tout petit, on apprend à faire cela, et notamment dans la relation qu'on a avec lui, ce que je dis à un moment donné dans le livre, et qui me paraît très important et qui a fait réagir de façon assez intéressante du reste certains parents, qui n'y avaient jamais pensé. Pensez-vous que quand vous parlez à votre petit de 2 ans ou 3 ans, vous faites 2 fois, 3 fois sa taille ? Et si vous restez debout face à lui en lui lançant une injonction ou en lui parlant avec un peu de sévérité, c'est quelque chose qui est terrible. Alors, imaginez-vous quelqu'un qui fasse 2 fois votre taille ou 3 fois votre taille et qui s'adresserait à vous. Forcément, vous entraînez à la crainte et voire une certaine peur. Ce rapport d'asymétrie ne sied pas à la relation d'autorité. Moi, je suis convaincu que la relation d'autorité doit se faire dans une relation dans laquelle on va pleinement s'imprégner du cœur à cœur avec l'enfant. Là, je parle évidemment d'une relation éducative familiale. Ensuite, il y a une deuxième conséquence qui est très importante dans la vie scolaire, c'est de considérer l'enfant dans sa globalité et de ne pas catégoriser les relations de l'enfant. Et de ne pas considérer que ce qu'il vit en mathématiques ou ce qu'il vit avec son responsable de niveau ou ce qu'il vit avec la pastorale, etc., sont des modes différents pour l'enfant. On retrouve ça dans la vie familiale quand certains parents vous disent « Non mais attendez, on ne va pas faire de l'éducation le week-end ». L'éducation, c'est dans la semaine, c'est à l'école, mais le soir et le week-end, c'est un mode ludique, c'est un mode familial, c'est un mode sportif, c'est un mode social. Voilà, mais on n'est pas dans un mode éducatif. Chacun son job. En fait, l'enfant ne fonctionne pas comme ça. Il fonctionne de manière holistique en permanence et il arrive tout entier au monde et il arrive tout entier partout dans toutes ses activités. Et vous avez un coach sportif qui peut être remarquablement éducateur comme dramatiquement déconstructeur, ça va avoir une influence et un impact sur la totalité de sa personne. Le savoir. Vous évoquez le savoir dans ces pages-là. Vous dites, et ça aussi c'est important de le rappeler, que c'est la condition de la liberté vraie. Il n'y a pas de chemin de l'action, de la maîtrise de soi sans emprunter le chemin de la connaissance. Ça, c'est aussi un sujet que les parents comprennent mal. L'ignorance, elle ne peut pas entraîner la liberté. Oui, et c'est indispensable de le comprendre dans une formation littéraire avant de le comprendre dans une formation scientifique. La connaissance et la formation de l'intelligence doivent se faire par le rapport que nous entretenons depuis notre plus tendre enfance aux mots, à la phrase, à la construction du langage, à la lecture, à l'analyse, au développement de la pensée. C'est là un outil majeur de la pensée et de la liberté et de la pensée libre.
Et la liberté de la pensée, elle va se construire à partir du moment où on a un rapport juste aux mots et à la grammaire de la phrase. L'enfant qui est démuni de mots ou qui a une difficulté dans la construction d'une phrase et pour exprimer la subtilité de sa pensée est un enfant qui tôt ou tard finira dans la violence. Et quand vous voyez qu'il y a quelque temps, les médias nous annonçaient qu'un enfant de 8 ans avait tapé son directeur et donné un coup de tête à son directeur parce qu'on voulait lui reprendre un objet contondant qu'il avait sur lui dans la cour de récréation. Ça s'est passé dans un collège, enfin dans une école primaire, pardonnez-moi, tout récemment. On voit le décalage incroyable qui s'est installé à cause de l'ignorance. À cause de l'ignorance et du mépris des intelligences dans l'environnement scolaire depuis malheureusement des dizaines d'années. Quand vous dites que littéraire avant d'être scientifique, c'est une profession de foi, c'est-à-dire qu'il y a des parents qui sont là et vous leur dites, vous avez été directeur de grands établissements, et on va y revenir, vous leur dites, bien, cette littérature, les sciences humaines, elles sont essentielles et elles sont peut-être prioritaires par rapport au reste. C'est pas non plus le choix qu'on fait habituellement. Bien sûr. On fait plus C que A. Enfin, selon la dernière dénomination, ça doit changer. Hein. Alors, c'était S jusqu'à il y a encore quelques temps, et désormais ce sont des modules de cours avec la nouvelle réforme du lycée, donc c'est un peu différent. Il n'y a plus de série à proprement parler, mais plutôt des parcours. Et dans un parcours scientifique, pour répondre à votre question, aujourd'hui, nombreux sont les professeurs de mathématiques, de sciences physiques ou de sciences et vie de la Terre qui se plaignent de l'absence de formation littéraire des élèves, qui sont incapables de comprendre la subtilité d'un énoncé et d'un problème posé, qui sont incapables de faire montre de compétences dans la manière d'énoncer les étapes d'un raisonnement pour exposer leurs pensées. Et ça, c'est un plafond de verre qui se présente à eux dans le développement de leurs études scientifiques. En classe préparatoire, aussi scientifique, aujourd'hui, vous avez nombre de professeurs de sciences qui se plaignent de la même chose, du manque de formation littéraire. La réponse aux parents. Les parents vont vous dire, ben voilà, moi, mon fils, il faut qu'il fasse une prépa. Tout le monde veut faire une prépa. Hein. On va faire une prépa, c'est mieux que ce soit Pythagore que Molière qui l'aide à la faire. Vous leur répondez non. Alors, non, je ne dirais pas ça. Je pense que, alors, mon propos, bien sûr, je comprends très bien, mais mon propos, il était plutôt sur école, collège. Je pense qu'à l'école et au collège, il faut tout sacrifier à la formation littéraire. C'est-à-dire tout mettre en jeu sur la formation littéraire. Si l'enfant a la possibilité d'être excellent dans la formation littéraire et en plus dans la formation scientifique, mais extraordinaire, génial. Mais je pense que certains enfants se voient dans l'obligation par moment de faire un choix. Et quand on regarde les choix qui sont faits statistiquement, la plupart des parents lancent un focus très important sur les matières scientifiques, considérant que c'est là le sésame pour entrer dans des études d'excellence, et ils laissent de côté les matières littéraires. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ça va se payer. Ça va se payer en lycée et ça va se payer encore plus cher dans l'enseignement supérieur, voire dans une formation professionnelle. Message reçu parfaitement clair. Alors, on le disait à l'instant, vous disposez d'une irremplaçable expérience de terrain scolaire, mais tous les principes théoriques vont avoir quand même beaucoup de difficultés à aboutir à des applications pratiques. Alors, je vais vous prendre un exemple, je vous cite, comme ça c'est le plus simple. Les parents peuvent partager la responsabilité éducative qu'à la condition qu'il n'y ait pas d'incohérence grave entre l'éducation principale reçue en famille et les autres lieux de transmission. Alors là, moi je dis, ça vaut pour une population privilégiée qui en a les moyens autour d'établissements privés. Alors là, on revient à Saint-Jean-de-Passy, ou public d'ailleurs de qualité, mais pour le reste, c'est une vue d'esprit. Je comprends très bien votre interrogation et même la remise en cause que ça représente. Je pense que ce livre, il a pour but de montrer la cime. Il a pour but de montrer le sommet qui est la recherche de l'unité dans le cœur de l'enfant. Je ne connais pas de parents chrétiens qui ne souhaitent pas l'unité dans le cœur de leurs enfants. En revanche, j'en connais beaucoup qui n'en prennent pas du tout le chemin. Et quand on parle du chemin de l'unité dans le cœur de l'enfant, on s'expose forcément à vivre, pardon de cette expression, mais un peu en amish, c'est-à-dire à se dire je vais vivre sur une île, ou je vais vivre dans un environnement qu'on va appeler un microcosme, avec ma paroisse, ma petite école à moi, et puis ma petite vie familiale, et puis éventuellement mon petit groupe scout, et puis les enfants vont évoluer dans ces 4 sphères, et puis je vais bien tout surveiller. On sait bien que c'est pas la réalité. La réalité, malheureusement, nos enfants sont exposés à tous les vents, et très rapidement, par tous les réseaux, etc. etc. Donc oui, c'est difficile, oui, c'est une excellence. Non, c'est pas une vue de l'esprit.
Moi, je crois aujourd'hui qu'il y a la place pour une proposition alternative. Elle existe grâce notamment à des écoles hors contrat. Elle existe notamment grâce à des écoles qui, en France, étant sous contrat, ont fait le choix depuis des décennies de maintenir une certaine indépendance de vue sur les grands principes anthropologiques et les principes spirituels et qui continuent aujourd'hui à vivre pleinement de ce projet. Il en existe très peu, j'en ai conscience. Votre démonstration, elle est terrible, Monsieur Clément, dans la seule mesure où les écoles catholiques doivent demeurer catholiques, c'est-à-dire fidèles au principe de l'éducation intégrale. Mais vous le dites vous-même, hein, là encore, je vous cite, trop d'écoles de l'enseignement catholique ont emprunté le chemin du contrat avec l'État. Comme on emprunte vous avez le été chemin... directeur de Saint-Jean-de-Passy, vous avez été dépendant de l'État. Comme on emprunte le chemin qui conduit à l'autel lors d'un mariage. Exactement. Oui, mais je crois que effectivement le chemin qui a été emprunté par la loi de 59 et par les différentes étapes législatives qui ont suivi sont des étapes d'abdication. Certains pays comme le Canada ou comme la Belgique ont fait le choix de l'intégration pure et simple. Quand nous en 84 on a manifesté, j'étais non pas dans un landau mais j'étais à côté de mes parents quand ils manifestaient en 84 pour la défense de l'école libre et que l'on croyait encore libre à l'époque et je me souviens effectivement des débats familiaux avec mon père qui était un grand philosophe, paix à son âme, il est parti il y a 1 an, et que nous avons autour de cela beaucoup glosé ensuite pour dire mais finalement en 84 on n'a pas eu l'assimilation, mais on l'a eu rampante, par étapes successives. Et aujourd'hui, il y a très peu d'établissements catholiques privés sous contrat qui n'aient pas une forme de fascination sur ce qu'est l'enseignement public avec ses droits, avec ses possibilités, avec son rayonnement républicain, avec ses valeurs de respect, de tolérance, etc. Et c'est-à-dire avec cette idée qu'il faut absolument se conformer à ceux qui nous donnent les moyens. Il faut absolument plaire à ceux qui nous donnent les moyens. Mais est-ce qu'on peut ne pas plaire à ceux qui vous donnent les moyens ? Alors je pense, vous savez, qu'il faut revenir tout simplement au texte, c'est-à-dire il faut revenir au fait que le contrat, il ne concerne pas l'établissement. La plupart du temps, enfin dans 90% du temps, vous voyez établissement sous contrat. Ce n'est pas un établissement qui est sous contrat. C'est un établissement d'abord qui est associé par contrat à l'État. Et qu'est-ce qui est sous contrat ? La classe, le professeur, son cours de 55 minutes. Et donc vous avez X fois 55 minutes dans la semaine qui sont effectivement en contrat avec des programmes de l'État. À partir du moment où il y a le contrat, des livres scolaires de l'État qui déconstruisent plus qu'ils ne construisent. Merci de poser cette question des livres. Les ouvrages ne font pas partie du contrat. Est-ce qu'il y a des ouvrages alternatifs ? Il existe des ouvrages alternatifs. Vous avez la librairie des écoles qui fait un excellent travail par rapport à cela. Vous avez un certain nombre de programmes aujourd'hui avec la possibilité d'avoir des livres numériques qui donnent beaucoup plus de liberté. Vous avez une abbaye qui est l'abbaye de Flavigny aussi qui œuvre beaucoup pour remettre au goût du jour un certain nombre d'ouvrages comme la grammaire par exemple, grammaire de la phrase. Vous avez Dimitri Casali qui a fait un gros travail sur l'histoire et la géographie. Moi je pense effectivement, et alors il faudrait le faire davantage, évidemment. Hein. Il faudrait le faire plus. Mais il y a la possibilité aujourd'hui, dans le cadre du contrat, de développer davantage de liberté. Ça, j'en suis convaincu. Et il faut des fois se séparer des parents, alors ? Non, je pense qu'il faut démonstration. Il faut tout faire pour ramener les parents, effectivement, et les associer, les arrimer à cette démarche d'éducation intégrale. Il faut tout faire pour ça. Et c'est-à-dire que ma conviction, et je le dis un petit peu dans ce livre, ma conviction, c'est qu'il faudrait que tout établissement ait une école de parents. Vous avez mis la barre très haut dans cet ouvrage, dans votre propre vie d'ailleurs, mais ça vous a coûté cher parce qu'on vous a reproché, par exemple, quand vous avez dirigé Saint-Jean-de-Passy, je rappelle une institution catholique accueillant des familles croyantes, on vous a fait le reproche d'être trop catholique, trop exigeant. Oui. On m'a fait le reproche d'être trop exigeant. Je fais allusion, vous voyez, dans le livre, et du reste, ça n'a pas échappé à certains lecteurs, y compris ecclésiastiques, qui l'ont remarqué et qui me l'ont souligné, qui me l'ont fait remarquer. Je fais allusion au management d'une communauté éducative et la difficulté de manager une communauté éducative qui a pour but l'éducation intégrale. Et je dis qu'aujourd'hui, vous savez, il y a une très grande insulte dans l'environnement ecclésial qui consiste à vous affubler du mot clivant. Une fois qu'on vous a dit que vous étiez clivant, c'est fini. Vous êtes condamné à mort. Et à un moment donné, qu'il s'agisse du directeur diocésain ou qu'il s'agisse de tel ou tel, il y a eu ce mot de lâcher. C'est un clivant.
signifiant par là que j'étais trop indépendant. Limogeage sur un rapport portant sur des pratiques managériales, dysfonctionnelles, oui, je me suis trompé sur le terme, mais je le dis à la française, et du harcèlement psychique sur des collaborateurs. Je le précise, vous avez été lavé de tous ces soupçons. Vous avez été lavé de tous ces soupçons. C'est pour ça que je vous invite, parce que vous avez été lavé de tous ces soupçons. Mais enfin, quand même, comment on en arrive à prononcer de tels mots contre vous, tout simplement parce que vous êtes clivant, parce que vous exigez, parce que vous êtes sur la ligne de crête. D'abord, merci de le dire et merci de me donner l'occasion de le dire. Merci parce que effectivement, ça n'a pas toujours été suffisamment dit et monter, il en restera toujours quelque chose. Il arrive encore aujourd'hui que certains aient du mal à, regarder l'approche de ce livre, en partie à cause de cette affaire. Et effectivement, ça a été classé sans suite. Effectivement, enfin, il y a eu après un contradictoire grâce à la justice, parce qu'il n'y en avait pas eu en amont. Je pense, vous savez, que le management dysfonctionnel ou ce qui est considéré comme étant une mise en souffrance s'apparente tout simplement au fait qu'à partir du moment où vous exigez une unité de vie des personnes que vous dirigez, parce que vous considérez que l'exemplarité est le fondement de l'éducation, alors vous devenez insupportable. Et je pense qu'on devient insupportable à mesure de l'exigence que l'on a avec les personnes que l'on manage dans un environnement éducatif où l'exemplarité est fondatrice. Vous savez, si j'étais dans une entreprise de conserve à vendre des petits pois, je ne vais pas dire que je me ficherais de savoir si effectivement il y a une unité de vie de mes collaborateurs. Je serais quand même intéressé de savoir si ils vivent véritablement des valeurs de l'entreprise et s'ils vantent les produits de l'entreprise à l'extérieur, au minimum. Je pense que dans l'éducation, il en va de même. Sauf que le produit en question, c'est l'unité de la personne. Et le produit en question, il nécessite une intégralité de démarche de la part de l'éducateur qui doit lui-même accepter d'être un exemple pour les enfants, pour les parents et pour les autres adultes de l'établissement. Saint-Jean-de-Passy, Paris, 16e, 2800 élèves, je dois être à peu près cela. Et puis là, ça se divise en deux. Une petite partie vous fait ces reproches-là, une grande partie vous soutient, il faut le dire aussi. Oui. Et vous dites à ce moment-là, je suis l'objet d'une cabale. C'est ça le terme ? Et pourquoi ? Oui, clairement, parce que je pense que j'étais trop indépendant et parce que je pense que certains auraient préféré effectivement pouvoir avoir la main sur le manche, comme on dit, pour piloter cette maison et éviter la mise en place d'un uniforme, probablement, éviter que je fasse installer une statue de la Vierge Marie Immaculée Conception dans la cour d'honneur de l'établissement avec le drapeau français et le drapeau européen. Voilà, je pense que tous ces symboles sont les symboles qui sont les symboles d'indépendance, des symboles à la fois, je dirais, qui manifestent les valeurs profondes qui sont non pas les miennes, mais celles qui devraient animer tout chrétien qui veut vivre pleinement de l'éducation intégrale. Je dis uniforme, parce qu'on entend uniforme aussi, les parents là-dessus ont des avis des fois différents. Est-ce que c'est important l'uniforme ? Alors, dans d'autres établissements du quartier, il y a déjà cet uniforme. Je pense qu'à Saint-Jean, il y avait eu l'uniforme aussi déjà, forcément. Et vous voulez réinstituer l'uniforme. Alors, quand on dit l'uniforme, c'est une uniformité plutôt, de vêtements. Non, c'était vraiment un uniforme. Ah non, c'est un uniforme complet. Et en fait, je vois à quel type d'établissement vous faites allusion dans le 16e qui ont effectivement une tenue uniforme. Ce n'est pas une tenue uniforme qu'on avait mis en place à Saint-Jean. C'était véritablement une dotation avec un uniforme complet, un trousseau complet, pantalon, chemise, pull. Et donc, il y avait vraiment toute la tenue. Veste, cravate, etc. Basket ? Pas de basket, des chaussures de ville. Sombre, obligatoire pour tous les élèves. C'est pas passéiste tout ça. Alors, il y avait dans l'idée, vous savez, dans l'idée, c'est très simple, hein, quand j'ai installé l'uniforme dans un autre établissement, j'avais mis en avant l'importance de l'intégration de tous les élèves. À Saint-Jean-de-Passy, j'avais mis en place l'uniforme en vantant la sobriété et le développement de la sobriété. Et parler de sobriété dans le 16e arrondissement, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Et vous avez quelques parents qui ont considéré qu'il n'était pas normal que je les empêche d'habiller leurs enfants en cohérence avec leur propre réussite sociale.
Et de la même façon que certains sont très heureux d'avoir le dernier modèle de telle voiture, je dirais pour manifester leur réussite, de la même façon, certains sont très heureux de pouvoir habiller leurs enfants à l'âge de la 5e avec une tenue qu'ils ne pourront pas remettre 6 mois après, parce que de toute façon, elle ne leur ira plus, mais en revanche, qui va monter facilement à 2000 ou 2500 euros, chose que j'ai expérimenté l'année où je suis arrivé, avec l'un de mes collaborateurs, on s'est promené sur la cour, puis on a regardé certaines tenues, et j'ai vraiment été, un peu étonné, pour pas dire plus, de l'investissement que ça représentait, et excusez-moi de le dire, mais de l'indécence. Et vous aviez à côté de ça d'autres parents qui faisaient un choix très différent, non pas parce qu'ils n'en avaient pas les moyens, mais qui considéraient que c'était pas un lieu d'investissement. Et donc vous aviez cette cohabitation à Saint-Jean qui n'était pas toujours très simple pour les enfants, et puis mon désir aussi de permettre aux enfants d'avoir des échanges de visage à visage, et non pas de tenue à tenue. À basket. Exactement. C'est parfaitement clair. Dites-moi, vous avez l'État qui est au-dessus de vous, mais à Saint-Jean-de-Passy, vous avez aussi le diocèse. Est-ce qu'il vous a soutenu? Alors, ce ne sont pas les... Paris. J'ai bien compris, oui. Ce ne sont pas les questions qui sont indiscrètes, c'est parfois les réponses qu'on donne qui sont indiscrètes. Vous savez, je suis un fils de l'Église et je ne me permettrai jamais d'attaquer l'ordinaire du Dieu que j'ai servi et que j'ai aimé servir. Je me rends compte à quel point il est difficile d'être évêque. J'ai été moi-même directeur diocésain, donc je sais à quel point ça nécessite beaucoup de courage. Et quand j'ai été directeur diocésain à Saint-Étienne avec Monseigneur Lebrun, qui est un évêque très courageux, qui est aujourd'hui archevêque de Rouen, qui a été, je crois, un des premiers à être à la Marche pour la vie, et qui est un évêque qui m'a toujours soutenu, je mesure à quel point c'est précieux, effectivement, d'avoir, quand on traverse une épreuve, un évêque qui vous convoque et qui vous dit « Écoutez, j'aimerais comprendre ce qui vous arrive, j'aimerais comprendre ce qui se passe, dites-moi un peu, et je vous dirai, moi, ce que j'ai entendu. J'aurais tellement aimé que Monseigneur Aupetit fasse ça avec moi. » En voulez-vous à vos accusateurs? La réponse, elle est quasiment faite. J'ai écrit dans ce livre, vous voyez, en exergue, en dédicace, j'ai dédicacé ce livre à la fois à mon père, parce qu'il m'a appris, il m'a donné le goût de la vérité, et à ma chère maman, qui m'a donné le sens du pardon. Et j'ai découvert dans ma vie à quel point il était fondamental, mais pour des raisons vraiment d'équilibre intérieur, d'équilibre même psychologique, ensuite évidemment spirituel, mais de vivre dans le pardon. Donc je crois vraiment que je fais tout pour pardonner à ceux qui ont organisé cette cabale. Il n'est pas indécent de demander réparation. Oui. Vous étiez un chef d'établissement, un salarié, un employé, il a été limogé pour des raisons qui ne sont pas valables, valides, eh bien, il y a des tribunaux pour juger de cela et pour réparer la justice. Bien sûr, sauf qu'en ligne de mire, il s'agit d'attaquer une institution ecclésiale. Et ça, honnêtement, je ne me vois pas le faire. Et je préfère avancer, développer à partir de ce livre qui a vocation à être la première brique d'un nouveau projet, un engagement éducatif qui me permettra petit à petit de créer une alternative au système général en vantant la puissance anthropologique de l'éducation intégrale qui est appelée par les pères du Concile ou par le droit canonique la véritable éducation. Ce n'est pas pour rien. Et quand dans l'Église on écrit un texte, quand un pape signe un texte, tous les mots sont pesés. Pourquoi on parle de la véritable éducation? C'est cette véritable éducation que je souhaite aujourd'hui remettre d'actualité, remettre au goût du jour par un système alternatif sous le patronage de Saint-Joseph. Ça s'appellera Saint-Joseph Éducation. Donc la fondation, le fonds de dotation a été créé et nous nous apprêtons à lancer un label autour de l'éducation intégrale qui permettra d'affilier les établissements existants ou d'en créer de nouveaux. Nous suivrons ce projet avec attention. Vous vous en doutez bien. Vous avez avec vous, je l'ai dit plusieurs fois, 25 années d'expérience, mais aussi de réflexion sur ce que peut rendre un enfant heureux finalement et une vie réussie. Monseigneur Chauvet, qui est recteur de Notre-Dame, qui était le recteur, mais le reste de Notre-Dame, disait il y a quelques jours, à cette place-là, il faut former des êtres de communion plus que des êtres de compétition. N'est-ce pas le résumé de ce qu'il convient de faire finalement ? Parfait. Je me rallie à cette expression de Monseigneur Chauvet, qui a été aumônier de Saint-Jean-de-Passy et qui m'a toujours beaucoup soutenu.
Merci beaucoup. Vous retrouvez La Voie de l'éducation intégrale. Lisez-le, vous allez apprendre plein de choses sur les parcours de vos enfants, sur vos propres parcours, la façon de procéder aussi. Vous verrez, c'est précieux, c'est aux éditions Artege, mais c'est surtout en vente sur la boutique du site tvliberté.com, sur la boutique de TV Liberté, comme vous avez pris l'habitude de réserver et commenter vos ouvrages. Merci à vous, merci à vous. Merci, monsieur.